Vn. Donc la question était par rapport à cette suite qui est définie par récurrence. Je donne les deux premiers termes et puis je donne ce qui s'appelle une relation de récurrence. Alors pour calculer V2, V3, V4, je pense que ça n'a pas posé de problème. Par contre, ce qu'il fallait démontrer, c'est de démontrer que la suite est bien définie et puis qu'il est strictement positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on vous demande une suite est bien définie? C'est que dans la relation de récurrence, il y a souvent une opération à faire. Et cette opération nécessite certaines conditions. Par exemple, ici, le Vn il est au dénominateur. Donc, pour que l'opération puisse se faire, il faut que le Vn soit différent de 0. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que je peux toujours faire cette opération-là. Et donc, pour l'initialisation, donc, la propriété qu'il faut démontrer, c'est que Vn est défini. Et Vn est strictement positif. Donc alors bien sûr ça va être une récurrence sur deux termes, parce que je donne V0 et V1, et à chaque fois, pour donner le nouveau terme, on a besoin des deux précédents. Donc c'est une récurrence sur deux termes. Là c'est évident. Et donc pour n égale 0 et n égale 1, donc c'est évident. Parce que j'ai V0 qui est égal à 1, donc il est bien défini, et il est strictement supérieur à 0. V1 est égal à 2, donc il est bien défini, il est strictement supérieur à 0. Et donc, l'hypothèse de récurrence, c'est que je me dis soit n appartenant à n, on suppose que Pn et Pn plus 1 sont vrais. Qu'est-ce que ça veut dire Pn et Pn plus 1 sont vrais? Ça veut dire Vn et Vn plus 1 sont bien définis. Ça veut dire on connaît leur valeur, il n'y a pas de problème. Et je suppose aussi que Vn est strictement positif et Vn plus 1 est strictement positif. Et donc du coup, quand je calcule Vn plus 2 est égal à 2Vn plus 1 au carré sur Vn, et bien ce calcul est possible. Calcul possible, car Vn est différent de 0. Donc, Vn plus 2 est bien défini. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je vois que Vn est strictement positif et Vn plus 1 strictement positif. Donc, comme Vn est strictement positif et Vn plus 1 strictement positif, alors 2 fois Vn plus 1 au carré sur Vn, quand je fais un nombre strictement positif sur un nombre strictement positif, ça donne un nombre strictement positif. Donc, Vn plus 2 est strictement positif. Voilà. Donc voilà, c'est ça ce que ça signifie. Montrer que la suite est bien définie, et puis après montrer qu'il est strictement positif. Donc c'est juste un raisonnement par récurrence. Donc on a G de xy. Alors là tu peux mettre G de xy est égal à x à la puissance y sur x moins 1. Et donc, il faut calculer les dérivées partielles de g par rapport à x et par rapport à y. Donc, la dérivée partielle de g par rapport à x, en xy, et bien tout simplement, on voit que c'est quelque chose de la forme u sur v. Alors que le y est considéré comme une constante. Donc, ce qu'il faut faire, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc tout de suite, je mets que là, j'ai x moins 1 au carré. Et puis je commence. La dérivée de x à la puissance y, c'est quoi? C'est y fois x, y moins 1. Voilà. Multiplié par v, x moins 1. Moins u, c'est x à la puissance y,
fois la dérivée de x moins 1, c'est 1. C'est bon? Et donc ça va donner, si je développe, ça va donner x à la puissance y. Là, quand je développe, quand je fais x à la puissance y moins 1 fois x, c'est comme si j'avais x à la puissance 1. D'accord? Et puis moins x, y moins 1, et puis moins x, y sur x moins 1 au carré. D'accord? Et donc là, ce que je peux remarquer, c'est que x à la puissance y moins 1 est facteur commun. Donc je le mets en facteur, x à la puissance y moins 1, facteur. Donc là, ça me fait xy, puisque comme ça, x fois y moins 1 fois x, ça fait x à la puissance y fois y, moins y, et puis moins x sur x moins 1 au carré. Ça va, c'est bon? Okay. Alors après, bon, comme j'y suis, peut-être la question peut se poser, c'est par rapport à la dérivée partielle par rapport à y. Donc dérivée partielle de g par rapport à y de xy. Et bien là, ça nécessite d'abord une petite transformation de ça. Alors x à la puissance y, par quoi on peut la remplacer? Par, oui, exponentielle de y ln de x sur x moins 1. Et du coup, comme je fais la dérivée par rapport à y, le x moins 1 est considéré comme une constante, et puis le ln de x est considéré comme une constante. Donc c'est comme si je dérive exponentielle de a fois y. Et donc ça fait a fois exponentielle a fois y. Donc ça fait la constante, ça fait ln de x sur x moins 1 multiplié par exponentielle de y ln de x. Ça va, tout le monde est d'accord avec ça? Donc on a ça qui est considéré comme une constante et qui va se mettre devant. Ça va, Benoît? Et donc ça va donner ln de x sur x moins 1 fois x à la puissance y. Alors ce qu'on peut remarquer, on va venir sur le corrigé, c'est que la dérivée partielle de x par rapport à y, c'est tout simplement ln de x multiplié par, et là si je fais ça, je remarque que j'ai g de x. Voilà. C'est bon? Je reste, je ne vais pas effacer celle-là, puisqu'il y a la question après sur quand on remplace y par n. Je vais poser la question sur ça. Quand on fait x à la puissance n, tu n'as pas trouvé comment on trouve la dérivée. Ah oui. Voilà. Alors je vais effacer juste ça pour garder ça. Donc g n de x est égal à x à la puissance n sur x moins 1. Et bien tout simplement pour calculer gn' de x, soit je peux la calculer comme tout à l'heure avec u sur v, soit je peux utiliser cette formule en remplaçant tout simplement le y par quoi? Par n. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tout simplement, je peux dire x à la puissance n moins 1 fois nx moins n moins x sur x moins 1 au carré. Et donc ça va donner x à la puissance n moins 1, et là je mets x en facteur, ça fait n moins 1 x moins n sur x moins 1 au carré. Alors ça c'est positif, ça c'est positif, donc le signe va dépendre de ça. Et donc gn' de x est égal à 0 si seulement si x est égal à n sur n moins 1. Et justement, il y avait une petite erreur de frappe, quelqu'un me l'a signalé avant, et donc j'ai envoyé un message dans ce sens-là, c'est qu'il y avait une petite erreur sur le calcul de ça.
normalement, effectivement, le résultat que tu as trouvé est juste. Ça veut dire G de n sur n moins 1 est égal à n à la puissance n sur n moins 1 à la puissance n moins 1. Sur le corrigé, c'était n plus 1, mais c'est une erreur. Donc, j'ai déjà envoyé le rectificatif. Voilà. X égale à la somme, donc pour n supérieur ou égal à 1, somme de k égale 1 jusqu'à n de x à la puissance k sur k plus ln de x moins 1. C'était ça. Et donc il fallait démontrer ça par récurrence. Alors tu m'as posé la question. C'est vrai que dans le corrigé ça a été rapide puisque pour n égale 1, on a G1 de x. Je pense qu'on l'avait trouvé déjà dans la question précédente. On avait trouvé c'est x plus ln de x moins 1. Ça, c'était dans la question précédente. On avait trouvé ça. Et du coup, quand on fait la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de x à la puissance k sur k plus ln de x moins 1, et bien ça va donner exactement x plus ln de x moins 1. Puisque cette somme ne contient qu'un seul terme. Ça veut dire le terme pour lequel k est égal à 1. Et donc ça va donner x à la puissance 1 sur 1, ça fait x plus ln de x moins 1. Donc P1 est vrai. P1 est vrai. Et donc, soit n appartenant à une étoile, on suppose que Pn est vrai. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on a ça. Or, d'après la question précédente, c'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. On a démontré que Gn plus 1 de x égale à Gn de x plus la différence, c'était xn plus 1 sur n plus 1. Ça a été démontré juste avant, dans la question précédente. Voilà, bien sûr. Et ça, c'est très important, ce que tu viens de dire là. C'est très important. C'est que dans un DS, dans les exercices, il y a des questions clés, des questions, bon, il faut chercher tout ça pour trouver un certain résultat. Mais il y a d'autres questions dans lesquelles on n'a pas besoin de chercher beaucoup. Il suffit d'aller chercher les résultats déjà établis et les utiliser de manière astucieuse. Et donc, tout simplement, je remplace, ça fait la somme de k égale 1 jusqu'à n de xk sur k, plus ln de x moins 1, plus xn plus 1 sur n plus 1. Et là, on remarque que celui-là complète la collection. Ça veut dire qu'il est en harmonie avec cette somme en donnant à k la valeur n plus 1. Donc, je peux dire que ça, c'est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de xk sur k plus ln de x moins 1. Et ce terme, il est déjà rentré là-dedans. Tu es d'accord avec ça? Oui. Est-ce que la somme, elle prend en considération le ln de x moins 1? Non, non, pas du tout, non. Non, d'accord. La somme, mais voilà. Et puis là, le ln de x moins 1, il est à part. D'accord. En fait, si elle venait à le prendre en compte, ça serait spécifié entre parenthèses. Voilà, ça sera donné entre parenthèses. Ou bien là, on aurait quelque chose qui dépend de k. Si jamais on ne met pas les parenthèses, mais on met quelque chose qui dépend de k, c'est sous-entendu que c'est dans la somme. Par contre, quelque chose qui ne dépend pas de k et on ne met pas de parenthèses, ça veut dire que c'est quelque chose en plus. D'accord. Voilà. Ok? Alors, je continue parce que tu m'as posé. Oui. Moi, pour faire ça, j'avais pas vu l'astuce. Et du coup, j'étais parti de la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1. Oui. Et après, j'avais enlevé le n plus 1 pour le mettre à côté. Pour le sortir de la somme. Oui. Et du coup, ça me redonnait pareil parce que je retrouvais
Gn plus xn plus 1. Et ça te donne Gn plus 1. Oui, ça revient au même. Ça revient au même. C'est une autre façon de faire, oui. Voilà. Alors, justement, la question que tu m'as posée, c'est que, après, comment on utilise un programme informatique pour calculer la primitive? Ben, tout simplement, le programme informatique ne vous donne pas l'expression de la primitive. Le programme informatique part de là, et pour un n donné, et pour un x donné, il va te donner l'image de x par la primitive Gn. Tout simplement, il ne va pas faire du calcul, ce qu'on appelle du calcul formel. Il va faire un simple calcul numérique. Alors, c'est l'occasion quand même pour présenter le programme. Alors, le programme, comme je l'ai appelé def grand G, qui va dépendre du coup de n et de x. Bien sûr, par exemple, il y a un client qui me contacte et qui me dit « J'ai besoin de l'image de 3,5 par la fonction G6. » Et donc là, je remplace n par 6 et x par 3,5. Et bien tout simplement, je dois calculer une somme. Alors, d'habitude, une somme, on l'initialise avec 0. Mais comme il y a la somme à calculer plus ce terme-là, donc cette somme, moi je vais l'initialiser à ln log de x moins 1. Voilà, ce sera la première chose que je vais poser. Ou bien, si vous initialisez la somme à 0, vous pouvez aussi l'initialiser à 0, à condition d'ajouter log de x moins 1 à la fin. Vous pouvez faire dans les deux sens. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, on va prendre k égale 1. Et on ajoute à ça, on ajoute x sur 1. Et puis, on ajoute x au carré sur 2. Après, on ajoute x à la puissance 3 sur 3. Et donc, c'est toujours le même principe. Je vous ai dit, pour calculer une somme, il faut l'initialiser. Et puis après, il faut faire une boucle pour ajouter à chaque fois le terme supplémentaire. Donc là, je fais ma boucle for k in range. Alors bien sûr, comme le k va être utilisé, il faut que je précise la première valeur, puisque si je ne mets pas la première valeur, il va me donner k égale 0. Et là, je vais une erreur. Et donc là, je lui précise 1. Et il faut qu'il tienne compte aussi de n. Et donc, c'est pour ça que je mets n plus 1. Parce que j'avais déjà expliqué que pour une boucle, il commence par le premier élément indiqué et il s'arrête à l'avant-dernier, juste avant le dernier élément indiqué. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je fais s est égal à s plus x à la puissance k. Donc le k va prendre d'abord la valeur 1, et puis la valeur 2, et puis sur k. Et puis après, rejoin s, tout simplement. Oui. Est-ce que si on avait mis le s égale log en dessous de for k in range, ça marche aussi ou pas? Ici, entre le s égale s plus et for k in range. Ici. Non, juste au-dessus. Là. Encore au-dessus. Là. Oui. Non. Ça marche pas. Là, si tu le fais là, c'est que à chaque fois, c'est-à-dire ce que tu as ajouté, il va l'effacer. Et il va repartir à 0. Ça veut dire qu'il va attribuer à nouveau, c'est-à-dire toi tu veux le mettre là. S est égal à log de x moins 1. Donc si tu le fais là, il va comprendre, c'est un travail qu'il doit répéter. Donc à chaque fois qu'il va changer de valeur de k, il va te remettre la valeur à s, il va la remettre à log de x moins 1. Et du coup, le résultat que tu vas obtenir à la fin, c'est log de x moins 1. Et la somme, il ne va pas en tenir compte du tout. Oui. Pourquoi on ne met pas k est égal à k plus 1 après? Eh bien parce qu'il le fait automatiquement. Ah d'accord. Il le fait automatiquement. Okay. Si tu veux, si tu as envie de faire ça, tu peux le faire avec une autre version. Tu dis la même chose, def, voilà. Et puis tu mets s est égal à log de x moins 1. Et puis là, tu démarres, le k est égal à 1. Ah. Et là, ce que tu peux dire, c'est que tu peux lui dire while k strictement inférieur à n plus 1, s est égal à s plus machin,
Et puis, K est égal à K plus 1. Tu peux le faire Oui. comme ça aussi. C'est vrai que je me souviens que l'an dernier, on faisait souvent ça avec while. Voilà, quand tu le fais avec while ne fait pas changer la valeur de K automatiquement. C'est ça la différence entre les deux. While, il faut lui forcer la main pour changer la valeur de K, puisque sinon, si tu ne le fais pas, le K il va rester toujours égal à 1. D'accord. Par contre, ici, quand il y a le for, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'il le fait automatiquement. Ça veut dire le premier passage, il donne à K la valeur 1. Deuxième passage, il donne à K la valeur 2. Troisième passage, il donne à K la valeur 3, et ainsi de suite. Et il s'arrête quand il arrive à N. D'accord. C'est bon? Et du coup, le n plus 1, il désigne l'arrêt à la valeur n. Voilà, oui. Puisque ce que j'avais dit, c'est-à-dire que dans une boucle for, A, il démarre à A. Quand tu mets B, il ne s'arrête pas à B, il s'arrête à B-1. Enfin, puisque Python commence toujours à compter par 0. Donc, pour lui, il faut qu'il mette n terme. Voilà. D'accord, merci. C'est bon? Ok. On a trouvé dans l'exercice 3 que xn plus 1 est égal, ça veut dire quand on a fait le calcul, on a trouvé est égal à moins 1 demi de xn plus pi sur 4 moins 3 demi de 1. Et nous, la question qu'on s'est posée, on veut connaître la valeur de A pour que xn soit géométrique. Alors, bon, la définition d'une suite géométrique, vous la connaissez depuis le lycée, c'est que xn plus 1 est égal à pi fois xn, voilà, tout simplement, pi fois xn. Et là, quand on compare les deux expressions, on voit que si on veut que la suite soit géométrique, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit que ce terme-là soit égal à 0. Si ce terme-là est égal à 0, eh bien c'est bon. J'aurai xn plus 1 est égal à un certain nombre réel fois xn. C'est tout. Donc, il faut. Et il suffit que pi sur 4 moins 3 demi de A soit égal à 0. Et du coup, ça va nous donner A est égal à pi sur 6. Donc, A est égal à 0. Et puis l'ultime question, là ça va être rapide. EI pi sur 4 moins θ sur 2 au carré. Eh bien, c'est l'exponentielle. Tout simplement, ça fait exponentielle 2 fois I pi sur 4 moins θ sur 2. Et puis le 2 fois pi sur 4, ça va donner exponentielle I pi sur 2 moins 2 fois θ sur 2, ça va donner θ. Après, je ne sais pas, ça va faire E I pi sur 2 multiplié par E moins I θ. Et E pi sur 2, ça va donner I fois E moins I θ. Voilà. E I pi sur 2, ça donne I. Puisque je te rappelle que E de x est égal à cosinus x plus I sinus x. D'accord? Et donc, quand je remplace par pi sur 2, ça va donner cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Donc, ça, c'est 1. Non, ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Donc, ça va donner. Voilà. Exercice 3. On a démontré que z moins z bar sur 2i, on a démontré que ça, c'est égal à sinus pi sur 4 moins θ sur 2. Donc, on a démontré ça. Après, quand on a fait z moins z bar sur 2i au carré, on a, donc là, normalement, ça va donner sinus carré de pi sur 4 moins θ sur 2. Ça, c'est normal. Mais, ce qu'on a démontré ici, on a démontré que z moins z bar sur 2i au carré, alors c'était dans la question précédente, on a démontré que ça,
c'est la même chose que 1 moins sinus θ sur 2. Sur 2. Voilà. Et bien, donc il faut, enfin, tu as compris le calcul qui nous a amené à ça. Et bien, tout simplement, d'un côté, j'ai z moins z bar sur 2i au carré qui est égal à ça. Et de l'autre côté, il est égal à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est égal à ça. Donc, sinus carré de pi sur 4 moins θ sur 2 est égal à 1 moins sinus θ sur 2. C'est ça. OK? Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le carré. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut démontrer, c'est sinus pi sur 4 moins θ sur 2. Donc, on passe à la racine carrée. Alors, quand je passe à la racine carrée, là, j'aurai racine carrée de 1 moins sinus θ sur 2. Et là, bien sûr, j'ai le droit d'appliquer la racine carrée. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que sinus θ est toujours inférieur à 1. Donc là, sinus θ est inférieur ou égal à 1. Donc là, je sais que ça, c'est positif. Là, par contre, je ne sais pas si ce nombre-là est positif ou négatif. Donc, ce que je dois mettre normalement, c'est valeur absolue de sinus de pi sur 4 moins θ sur 2. Et il faut voir, est-ce que ce nombre-là est positif ou bien est-ce qu'il est négatif? Alors là, pour ça, il faut voir le θ. Il appartient à quel intervalle? Le θ, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Alors, je divise par 2, ça va donner θ sur 2, compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. D'accord? Je passe de ce côté-là. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est moins θ sur 2. Donc ça implique que moins θ sur 2 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Tu es d'accord? J'ai multiplié tout par moins 1. Donc l'inégalité s'inverse, mais ça va donner toujours la même chose. D'accord? Après, j'ajoute pi sur 4. Donc ça implique, je fais plus pi sur 4. Ça fait 0, inférieur ou égal à pi sur 4 moins θ sur 2, inférieur ou égal à pi sur 2. Et donc, si je fais le cercle trigonométrique, le θ, je ne sais pas où il est quelque part entre là et là, mais ce qui est important, c'est que ce nombre-là, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, il est quelque part là, pi sur 4 moins θ sur 2. Je sais qu'il est là. Et comme il est là, et bien tout simplement son sinus, il est sur cette partie-là. Ça veut dire que son sinus est positif. Donc, sinus de pi sur 4 moins θ sur 2 est supérieur ou égal à 0. Et bien c'est bon. Comme ça c'est positif, je peux enlever la valeur absolue. Donc ça veut dire, donc, sinus de pi sur 4 moins θ sur 2 est égal à racine de 1 moins sinus θ sur 2. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, mais par contre, il faut faire très attention à ça. Ici, quand vous appliquez la racine carrée, bon, il faut s'assurer que c'est positif. Mais là, il n'y a pas de problème, puisque le sinus θ est plus petit que 1. Et puis après, là, on ne sait pas s'il est positif ou s'il est négatif. Donc, quand on applique sur lui la racine carrée, ça devient la valeur absolue. Et là, il faut faire revenir à θ et puis voir sur quel intervalle se trouve pi sur 4 moins θ sur 2. C'est bon? Des questions sur ça? Gm de x pour x strictement supérieur à 1 égale à la somme de k égale 1 jusqu'à n de xk sur k plus ln de x moins 1. Alors ça se voit que cette fonction est une fonction qui est croissante. C'est-à-dire Gm est croissante, même strictement croissante. Croissante.
si je la représente graphiquement, bon, je mets n'importe quoi. Enfin, je mets pas, c'est pas ce que je donne là, c'est pas la vraie représentation graphique de Gn. C'est juste pour représenter une fonction qui est croissante. Donc, elle est croissante puisqu'elle démarre à partir de 1. Enfin, là, c'est voilà. Donc, elle démarre là. Elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Elle est comme ça. Voilà, par exemple. Et là, moi, j'ai un certain réel A que je place ici, un réel qui est positif. Et moi, je cherche pour quelle valeur de A, pour quelle valeur de X, je vais dépasser A. Donc, ce que je fais, et je fais ça avec une précision de P, par exemple de 0,01 ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je commence à faire, je calcule là, 1 plus P. Je commence par 1 plus P. P, très petit nombre. Par exemple, P est égal à 0,01. Je veux connaître la valeur qui va dépasser A à 0,01 près. Donc, je commence par 1 plus P. Je calcule G de 1 plus P. Je vais trouver bien sûr que c'est strictement inférieur à A. Je calcule le G de 1 plus 2P. Je vais trouver que c'est strictement inférieur à A. Et je continue. À un moment donné, je vais arriver à un certain entier, 1 plus KP. Je vais trouver qu'il est strictement inférieur à A. Mais quand je passe à G de 1 plus K plus 1P, je vais trouver que c'est strictement supérieur à A, pas 0 à A. Je sais que ça va augmenter. De ce côté-là, ça va être toujours inférieur à A, mais à un moment donné, dès qu'il passe de là à là, eh ben, ça va devenir strictement supérieur à A. Donc moi, ce que j'essaie de trouver ce cas qui fait cette transition, qui passe du côté des images qui sont inférieures à A, au côté des images qui sont strictement supérieures à A. Alors, comment je programme ça? Eh bien, tout simplement, j'écris. Alors, comment je l'ai fait? Je vais prendre le corrigé. Donc, j'écris def dépasse. Alors, qui va dépendre de N et de P et de A. Par exemple, moi, si je m'intéresse à la fonction G11. La fonction G11. Donc, je donne à N la valeur 11. P, par exemple, je peux donner 1 centième. Mais je peux donner aussi 1 millième ou 1 millionième. Ça dépend de la précision que je cherche. Et puis A, je donne un nombre réel positif. Par exemple, je donne 15. À quel moment la fonction va dépasser 15? Voilà. Donc, j'écris ça. Et là, j'écris x est égal à 1 plus p. Ça, c'est le premier nombre pour lequel je vais calculer l'image. Et puis, y, g de lx. Alors, g de lx, et bien tout simplement, je l'ai déjà fait. Je fais appel à la fonction g que j'ai définie avant. Tant que l'image de x par cette fonction g est strictement inférieure à a, et bien qu'est-ce qu'il fait? Et bien il passe à, il ajoute p. Donc je mets x est égal à x plus p. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai trouvé la valeur, et bien je retourne le x. Voilà. Alors une petite remarque, on m'a posé la question, puis j'ai répondu sur la conférence. D'habitude, je le dis, et cette année, j'ai oublié de vous le dire, c'est que la x est égal à x plus p, on peut le remplacer par x plus égal à p. Voilà, ça veut dire que j'incrémente x à chaque fois de p. Voilà. C'est bon, c'est clair? Et est-ce que ça marche aussi si on met un moins, par exemple? Oui, ça marche avec moins, ça marche avec multiplier, D'accord. voilà.
Oui, Moi, j'ai fait ça, mais à l'envers. Je suis partie C'est-à-dire d'en haut. Enfin, je suis partie de. Je me souviens plus trop, mais ça marchait. Vous partez d'un petit nombre et vous montez petit à petit. oui. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je suis partie d'un très grand et je suis descendue jusqu'à atteindre. Enfin, quand A il dépassait, il devenait plus petit. Genre dans l'autre sens. Je suis partie d'en Le haut. problème comme ça, c'est que tu risques. Mais ça va Mais être tu très pars long. à partir de quelle valeur? Oui, C'est voilà. ça.